Merci beaucoup. C'est gentil, merci d'être venu. J'ai été honoré, vraiment, par votre présence et votre patience, surtout avec mon accent de l'Oklahoma, c'est peu connu comme accent de français. Après ma conférence aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir John McNeill pour notre séminaire, un des plus importants, le plus intéressant des historiens travaillant aujourd'hui. Alors, c'est parti. Ça marche? Oui. Alors, en 1856, à l'occasion d'une réunion de l'Association américaine pour les progrès scientifiques à Albany, dans l'État de New York, on décida de lire à voix haute un document de recherche au nom de son auteur. L'auteur ne l'a pas lu elle-même. Grande oubliée de l'histoire, elle s'appelait Eunice Newton Foote, américaine et défenseur des droits des femmes. Elle était également chercheuse. Le document de recherche de Mme Foote présentait le résultat d'une expérience qu'elle avait menée. Eunice Foote a pris 2 cylindres de verre et les a équipés de thermomètres. Elle a utilisé une pompe pour les remplir de différents gaz à différentes pressions. Elle les a ensuite exposés pendant un certain temps à la lumière du soleil et a observé la température. Elle a remarqué quelque chose de frappant. Le cylindre rempli de CO2, appelé gaz carbonique, absorbait plus de chaleur et la conservait plus longtemps. Le rayon du soleil produit un fort effet sur le gaz carbonique. Un réceptacle est rempli de gaz carbonique et l'autre d'air ordinaire. La température du gaz au soleil s'est élevée de 20 degrés de plus par rapport à celle de l'air. Le réceptacle contenant le gaz est devenu très sensiblement plus chaud que l'autre et a mis beaucoup plus de temps à se refroidir. Les résultats obtenus par Eunice Foote sont impressionnants. Mais elle est parvenue à une conclusion encore plus surprenante. Notre planète, avec sa fine enveloppe de gaz, est comme un cylindre baigné par la lumière du soleil. Une atmosphère de ce gaz donnerait à notre Terre une température beaucoup plus élevée. Et s'il y avait autrefois, comme certains le supposent, une plus grande proportion de ce gaz dans l'air, une augmentation de la température doit l'avoir accompagnée, à la fois en raison de la nature du gaz et de l'augmentation de la densité de l'atmosphère. C'était en 1856. Le CO2 absorbe les radiations et piège la chaleur. En 1859, le physicien irlandais John Tyndall a réalisé des expériences de la même nature et dont le résultat fut le même. Il était mieux placé pour faire connaître ses découvertes. Je souhaite saisir l'occasion pour rendre hommage au génie et à la place que mérite Mme Foote, sans oublier de rappeler les compétences scientifiques et l'importance de Tyndall. Comme pour de nombreuses découvertes, l'observation selon laquelle le CO2 piège la chaleur a été faite indépendamment et presque simultanément. Nous admirons et célébrons les scientifiques qui ont une longueur d'avance sur le reste du monde. Même si la découverte était inévitable, Foote et Tyndall avaient une longueur d'avance. Ce qui nous intéresse, c'est que dans les années 1850, les ingrédients concrets du changement climatique ont commencé à être perçus. Il a fallu attendre quelques décennies pour que l'étape suivante soit franchie, lorsque dans les années 1890, le scientifique suédois Svante Arrhenius a proposé que si l'homme brûlait des combustibles fossiles, cela pourrait réchauffer la planète. Et en effet, nous y sommes. La combustion d'énergie fossile par les sociétés humaines a pour effet de libérer dans l'atmosphère des sous-produits tels que le CO2 qui piègent l'énergie et réchauffent la planète. En général, le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère, de sorte que les effets de la combustion des énergies fossiles sont cumulatifs. Depuis plusieurs générations, nous disposons d'instruments capables de mesurer les propriétés chimiques de l'atmosphère avec une grande précision. De plus, notre connaissance de l'histoire du système terrestre et de l'atmosphère
est étendue et nous permet de replacer le présent dans son contexte. Nous savons qu'il y a aujourd'hui plus de CO2 dans l'atmosphère qu'à n'importe quel autre moment depuis millions d'années, peut-être les 14 derniers millions d'années. De telles échelles de temps, des échelles de temps géologiques, s'imposent si vous devons nous regarder bien en face. Tout au long de son histoire, l'espèce humaine a été le jouet des forces géologiques. Aujourd'hui, l'humanité est une force géologique, un agent du changement géologique. Comment l'histoire du climat et de la société, l'étude des humains confrontés à la variabilité et à l'évolution naturelle, peut-elle nous aider à comprendre cette situation fort délicate? Que peut-être nous dire sur la façon dont nous en sommes arrivés là, à l'aube de ce que l'on appelle l'Anthropocène? Ce sont des questions que je me pose constamment, tout comme mes collègues sur le terrain. Ce sont des questions difficiles. Dans ma leçon inaugurale, j'ai établi que l'histoire du climat et de la société avait un double objectif, comprendre le passé et comprendre le présent. L'histoire du climat et de la société constitue un laboratoire d'interaction entre l'homme et l'environnement. Bien entendu, ces expériences naturelles n'ont qu'une valeur limitée. Le nombre de variables en jeu est incalculable. Et le monde moderne est profondément différent, plus complexe. Mais l'élaboration des modèles d'interaction entre l'environnement et la société dans le passé peut nous éclairer sur la manière dont on peut créer des modèles dans le présent. Tous les modèles du changement climatique futur sont fonction d'une certaine version de l'histoire. Si les historiens ne participent pas à cette conversation, d'autres parleront pour nous. Aujourd'hui marque ma 9e et dernière conférence au Collège de France. C'est ma dernière occasion de m'exprimer en tant que titulaire de la chaire annuelle de l'avenir commun durable. Cette chaire représente le plus grand honneur qui m'a été accordé dans ma vie professionnelle. Et sur le plan personnel, pour moi, grand amoureux de la France, la possibilité de passer du temps ici avec ma femme et nos jeunes enfants a été une véritable bénédiction. J'ai cherché de vous présenter le fruit des travaux, des récoltes, obtenus grâce à tous les grands esprits qui ont travaillé dans le domaine de l'histoire et du climat. Hier et aujourd'hui, depuis les pionniers comme Emmanuel Laura-Ladurie, jusqu'à la nouvelle génération de chercheurs. J'ai beaucoup appris, notamment grâce au séminaire de qualité conduit par les nombreux invités au Collège de France. J'espère que vous me permettrez de profiter de cette occasion pour vous proposer une réflexion plus large. J'ai voulu envisager cette conférence comme une leçon finale qui répondrait à ma leçon inaugurale. Je vais ainsi évoquer le point saillant de notre voyage. Je vais me forcer d'expliquer pourquoi il est difficile de savoir si les catastrophes climatiques du passé sont susceptibles de se reproduire à l'avenir, sous une forme ou une autre. Je vais également vous proposer une réflexion sur le thème de l'Anthropocène, qui constitue la conclusion adéquate à notre parcours chronologique. Toutefois, je m'imposerai des limites, étant donné que notre éminente invitée d'aujourd'hui a beaucoup à nous apprendre. Et j'espère que vous accepterez que je sois un peu plus philosophe en analysant le rôle de l'histoire et le domaine de l'histoire professionnelle, tout en parlant de ma propre voix en tant qu'historien de l'économie et de l'environnement. Et je serai provocateur, je l'espère. Après tout, quel est l'intérêt d'être à cette tribune si ce n'est pour exprimer ses pensées avec franchise, même si c'est susceptible à irriter certains collègues, ou mieux encore, de rendre un jeune chercheur un peu plus audacieux. Permettez-moi de faire un petit sondage. Combien d'entre vous ont entendu parler de l'Anthropocène? Ah bon, très sophistiqué. C'est bon, c'est impressionnant, hein? Notre invité vous en dira plus. Mais en l'an 2000, lors d'une réunion du comité scientifique du programme international Géosphère-Biosphère,
Le spécialiste de l'atmosphère Paul Crutzen a déclaré que nous ne vivions plus dans le Holocène, l'époque géologique que nous traversons depuis 11 700 ans, cette pause chaude et stable entre des périodes glaciaires. Au contraire, l'action de l'homme sur le système terrestre est devenue si généralisée qu'il nous faut admettre l'existence d'une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Au cours des 20 dernières années, cette idée s'est largement répandue, bien que sa définition précise et sa chronologie exacte aient fait l'objet de débats. Certains ont de grandes objections quant à cette désignation, l'Anthropocène, car elle impliquerait que tous les humains sont à blâmer, à parts égales. Ainsi, ils proposent une autre désignation, le Capitolocène, ou d'autres noms, beaucoup d'autres noms, inventés selon qu'on rejette la responsabilité d'un côté et d'un autre. Il s'agit d'une critique sur laquelle je ne suis pas d'accord, mais que je prendrai au sérieux, même si je ne vais pas chercher à y répondre aujourd'hui. Au début du mois, 7 mois, après plus de 15 ans d'examen officiel, l'Organisme international des sciences géologiques, qui décide des conventions stratigraphiques de l'histoire de la Terre, a voté contre la reconnaissance officielle de l'Anthropocène en tant que nouvelle ère. Cette décision est à la fois stupéfiante et décevante. Cette question, qui peut nous sembler purement technique, a cependant de profondes retombées sur la manière dont nous nous percevons et la façon dont nous nous percevons définit nos convictions et nos comportements, nos choix. La conversation va poursuivre, même aujourd'hui. Mais maintenant, je souhaite aborder ce que l'histoire du climat et de la société peut apporter au débat sur l'Anthropocène. Je voudrais proposer 3 observations, 3 provocations, peut-être, au cours de cette réflexion. Premièrement, précisément parce que nous sommes en force géologique, nous avons besoin d'une histoire antidisciplinaire, radicalement antidisciplinaire. Une telle histoire situerait l'histoire de l'humanité dans le courant de l'histoire de la Terre et dans le courant de l'évolution biologique. Deuxièmement, nous avons besoin d'une histoire qui accorde une attention sérieuse à la question de la croissance. La croissance est le grand mystère de l'histoire de l'humanité. Et pour la comprendre, nous avons besoin des outils de l'écologie et de l'économie. Troisièmement, l'évolution sociale de l'homme suit un cap. Tout n'est pas aléatoire. Certes, l'histoire de l'humanité est extrêmement contingente. L'histoire professionnelle est attachée au dogme selon lequel tout est contingent. C'est presque un article de foi absolue. Mais la caractéristique la plus intéressante de notre histoire pourrait être qu'elle suit un certain cap, qui se reflète dans la progression du savoir et la croissance de la complexité. Tout cela est abstrait. Je vais vous dire brièvement là où je veux en venir. L'histoire de l'humanité est façonnée par de innombrables accidents, aléas et choix. Mais elle est aussi sous-tendue par la croissance et, en fin de compte, par l'acquisition des connaissances. De ce point de vue, on peut considérer l'Anthropocène comme un phénomène dont les racines sont profondes dans l'histoire de l'humanité et dont l'apparition n'est que très récente. L'Anthropocène est à la fois extrêmement aléatoire et profondément, ce qui est assez déconcertant, ancré dans les grandes tendances de notre histoire. Je suis d'avis, comme de nombreuses personnes, que l'Anthropocène devrait officiellement commencer au milieu du XXe siècle. Mais ce qui est révélateur, c'est le nombre de propositions de datation de l'Anthropocène précoce, à partir d'un passé plus lointain de l'ère glaciaire, ou bien avec l'essor de l'agriculture, l'expansion européenne ou la machine à vapeur. Cette vision de l'histoire est porteuse d'espoir et suscite également un fort sentiment d'urgence. Selon moi, l'espèce humaine se distingue par 2 aptitudes particulièrement utiles, peut-être même les 2 plus importantes, à savoir l'innovation et la solidarité. Tout au long de l'histoire, c'est en s'appuyant sur ces 2 qualités que notre espèce a le mieux relevé les défis que se présentaient à elle. L'histoire de l'Anthropocène peut nous aider à comprendre que nous en avons besoin aujourd'hui à une échelle réellement mondiale de manière à répondre à la plus grande urgence de l'histoire de l'humanité.
Plongeons sans attendre dans le passé de l'humanité, avec l'aide des Grecs pour nous lancer. Dans les mythologies grecques, les titans Prométhée dérobent les feux aux dieux et en fait don aux êtres humains. Dans la version de Platon, les dons de Prométhée n'est pas seulement la maîtrise de feu, mais plus largement la techné, le pouvoir de créer et l'adresse, la racine du mot technologie. En grec, le techné s'oppose à la physis, la nature. Les autres animaux étaient dotés de capacités naturelles par la nature, mais les humains étaient les seuls à posséder le techné. Le mythe grec renvoie à une vérité fondamentale. La maîtrise de feu a été un moment déterminant de notre évolution. La maîtrise de feu précède même l'Homo sapiens. Elle appartient à l'histoire de notre ancêtre, l'Homo erectus. Les premiers membres du genre Homo disposaient déjà de technologies telles que les assiettes en pierre, mais le feu, c'était différent. La maîtrise de feu s'est traduite par une révolution énergétique, la première d'une longue série dans l'histoire de l'humanité. Le feu nous a rendus différents, écologiquement parlant, parce qu'il nous a donné une relation à l'énergie radicalement différente de celle de toute autre espèce dans la nature. Le feu a changé le statut écologique de l'humanité, car les humains consomment l'énergie non seulement grâce au métabolisme de leur organisme, le système digestif, mais aussi par le biais de la combustion, le don de Prométhée. Cette réalité essentielle mérite réflexion. L'énergie est le fil conducteur de l'histoire de la vie sur Terre. La vie sur Terre est un système qui se maintient loin de l'équilibre thermique en exploitant le gradient d'énergie libre tombant du ciel sous forme de lumière solaire. La disponibilité de cette énergie libre est le principal facteur contraignant dans la nature. Toute vie est régulée, toute croissance est contrainte par les limites énergétiques. Cela explique par exemple pourquoi les populations animales sont parfaitement régulées. Le nombre est contrôlé par le flux d'énergie qui circule dans les écosystèmes. Nos plus parents qui ont survécu dans le règne animal sont les chimpanzés. Ce sont des animaux sociaux intelligents qui utilisent des outils pour accéder à la nourriture. Pourtant, nous ne vivons pas sur une planète qui grouille des chimpanzés. Ils ne sont qu'1 million environ aujourd'hui. Il n'y a jamais d'explosion de leur nombre. La raison principale est que les chimpanzés finissent par ne pas avoir suffisamment d'énergie. Au fur et à mesure que la population augmente, leur fertilité diminue ou leur mortalité augmente. L'énergie est donc la limite la plus importante dans la nature. Les animaux sont freinés par la rareté de l'énergie libre et par les limites de leur connaissance sur la manière de l'acquérir et de la transformer. Il en va de même pour les humains. Les limites énergétiques sont un élément omniprésent et fondamental de l'histoire de l'humanité. De notre point de vue, ces limites sont également les reflets de nos connaissances en matière d'acquisition et de transformation de l'énergie. Mais les êtres humains savent apprendre et nous stockons de nouvelles informations dans nos cerveaux, dans des histoires, dans les livres, dans les bibliothèques et sur des disques durs. Si nous devions recommencer à zéro, si notre mémoire culturelle était entièrement effacée, nous n'irions pas très loin par nous-mêmes. Au lieu de cela, nous héritons de toute la technologie accumulée par notre espèce au cours de milliers d'années. Sans le vouloir, nous sommes tous les héritiers de millénaires d'apprentissage collectif. C'est la vision prométhéenne de l'histoire. Une version prométhéenne de l'histoire présente 2 avantages. D'une part, elle promet un rapprochement avec les sciences naturelles. Le désintéressement de l'histoire vis-à-vis les sciences naturelles est regrettable. Tout au long de ce cours, j'ai plaidé en faveur d'une histoire interdisciplinaire. Mais nous avons besoin non seulement d'une ouverture à de nouvelles preuves, comme le proxys du paléoclimat et l'ADN ancien, mais aussi d'une façon de voir le destin de l'humanité se dérouler dans le cadre plus large de l'évolution biologique et de l'histoire géologique. Le fossé qui s'est creusé entre l'histoire et les sciences naturelles a de nombreuses causes, mais sur le plan conceptuel, la plupart d'entre elles reposent implicitement ou explicitement sur une vision dans laquelle la culture nous libère complètement de la nature. De nombreuses idées absurdes importées en histoire
par le post-structuralisme et l'anthropologie culturelle sont en grande partie responsables de cette situation. Pour m'exprimer dans le cadre de ce cours, ce n'est pas la vision de Braudel ou de Laura Ladurie, ni d'ailleurs de William McNeill, qui s'est imposée dans l'histoire académique. Je peux témoigner personnellement que dans ma propre formation universitaire d'historien professionnel, j'ai lu de nombreux ouvrages écrits par Michel Foucault, dont les cours pourtant sur la théorie et les méthodes destinées aux doctorants en histoire. Nous n'avons lu aucun article, aucun livre sur, à propos de ou écrit par des scientifiques. Précisément zéro. L'absence généralisée de science dans l'histoire professionnelle est totalement indéfendable. D'autre part, la version prométhéenne de l'histoire est aussi une façon d'aborder le thème de la croissance dans l'histoire de l'humanité. La croissance est un épais mystère. Comme l'a dit l'économiste Robert Lucas, une fois que l'on commence à penser à la croissance, il est difficile de penser à autre chose. La croissance est un fil conducteur de l'histoire de l'humanité. Elle est au cœur de nos réussites et de nos échecs, du progrès et des inégalités et des menaces environnementales. Je vous avouerai que sur le plan intellectuel, je vis un peu dans deux mondes, en tant qu'historien de l'économie et de l'environnement. Un côté de cette spécialité met l'accent sur le bienfait de la croissance. L'autre ne voit que ses malheurs et ses liens inextricables avec les inégalités dans le monde. Comme première étape, il nous faut comprendre et expliquer la croissance. Prenons l'exemple des Romains. Fait stylisé sur lequel je reviendrai, les Romains étaient très doués par conquérir d'autres peuples, les asservir et s'emparer leurs richesses. Mais ils n'étaient pas doués pour stimuler la croissance. Voici en bref une démonstration simple mais évocatrice, sous la forme d'une série chronologique de salaires réels que j'ai construite pour l'Égypte romaine sur 6 siècles. Les revenus à la fin étaient essentiellement les mêmes qu'au début. Il n'y a pas eu d'évolution dans la productivité, pas de changement de production par habitant, pas de croissance soutenue. Nous reviendrons sur ce problème, le pourquoi. Dans l'histoire de l'humanité, la croissance a été limitée par la rareté de l'énergie et également par la rareté de connaissances sur la manière d'acquérir et de transformer l'énergie. L'histoire de la croissance remonte au Pléistocène. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 35 000 ans en Afrique. Nous étions des chercheurs-cueilleurs. Les humains se sont dispersés sur tous les continents habitables. Nous étions comme n'importe quel autre superprédateur, en ce sens que la densité de population était faible, voire très faible, sauf dans le rare milieu où l'énergie était disponible tout au long de l'année. Mais à la fin du Pléistocène, il y a près de 12 000 ans, il y avait entre 5 et 10 millions d'êtres humains sur Terre, ce qui est beaucoup pour un grand primate. Et nous avions déjà commencé à métamorphoser les écosystèmes du monde entier. Par exemple, les chercheurs ont débattu du rôle relatif de l'homme et du changement climatique dans la vague d'extinction survenue à la fin du Pléistocène. En 2 mots, un nombre exceptionnel d'espèces animales de grande taille ont disparu à jamais vers la fin de la dernière période glaciaire. Par ailleurs, les effets ont été profonds. Lorsqu'une espèce comme le mammouth laineux disparaît d'un écosystème, tout s'en ressent à tous les niveaux. C'était un présage. Il faut le voir ici, dans le Pléistocène, les origines de l'Anthropocène. Les chasseurs-cueilleurs n'ont pas exercé d'effet dominant sur le cycle biogéochimique. Et les géologues du futur ne reconnaîtront pas leur impact dans les archives stratigraphiques, ces couches de l'histoire de la Terre que nous utilisons pour comprendre le passé de la planète. Alors non. De plus, nous ne devrions pas reporter nos péchés et nos culpabilités sur nos lointains ancêtres. Ce n'est pas une destruction gratuite, une extravagante surconsommation qui a conduit à l'extinction de la mégafaune. Au lieu de cela, c'est la recherche d'énergie, la faim. L'homme s'est toujours heurté à des obstacles dans sa quête de ressources et a recherché des moyens, durables ou non, de les surmonter.
Dès les ères glaciaires, l'action de l'homme sur les écosystèmes dépassait la capacité des autres espèces. Puis, ce fut la fonte des glaces. L'Holocène a commencé. Les températures ont augmenté. Les précipitations se sont déplacées dans le temps et l'espace. Et les hommes prométhéens se sont adaptés. L'adaptation la plus importante a été l'agriculture, la domestication des plantes. Dans de nombreux cas, la transition a pris des milliers d'années. La transition permanente vers l'agriculture s'est produite indépendamment 10 à 15 fois, du croissant fertile au bassin de fleuves jaunes, en passant par les autres plateaux andins d'Amérique du Sud. Lorsque quelque chose se produit à plusieurs reprises, nous avons une raison valable d'en déduire que sa probabilité était très élevée. C'est un fait, la transition vers l'agriculture était à terme quasiment inévitable, malgré toutes les différences culturelles et écologiques des premières sociétés humaines. Cette solution ne cessait de se présenter. Par ailleurs, là où elle n'était pas apparue, elle s'y répandait inexorablement. Il y a eu une part imprévisible, c'est-à-dire des accidents et des choix qui ont déterminé les caractéristiques de la transition vers l'agriculture, comme les moments, les lieux et les peuples. Mais la transition elle-même était probable, voire inévitable. L'histoire allait dans ce sens. La transition vers l'agriculture a créé une révolution énergétique, ou mieux, une révolution couplée énergie-information. L'agriculture était une forme de connaissance, c'est-à-dire qu'elle transmettrait des informations culturelles sur la manière d'interagir avec les plantes. Nos ancêtres ont appris à récupérer l'énergie libre en maîtrisant la photosynthèse de quelques espèces de graminées produisant des gros grains, le blé, le riz et le maïs. La révolution a réussi grâce aux rétroactions positives entre l'information culturelle et la récupération d'énergie. Avec plus d'énergie, la population a augmenté. Ces dernières années, l'ADN ancien a permis de retracer l'essor des agricultures au détriment des chasseurs-cueilleurs au cours de la préhistoire. En Europe, par exemple, la population existante de chasseurs-cueilleurs a été en grande partie supplantée par deux vagues d'agriculture au néolithique. Lentement, mais sûrement, les terres agricoles se sont étendues, tandis que l'homme rassait les forêts par le feu. Et plus tard, à l'aide des outils en métal, transformer les vallées fluviales par des travaux d'irrigation, aménager des terrasses à flanc des montagnes, et enfin, assécher les marais et s'emparer des prairies sauvages à la flore et aux faunes autrefois riches. Tout cela pour céder la place à la monotonie des champs de blé, des rizières et des rangées de maïs. L'agriculture doit être considérée comme l'origine de l'Anthropocène. La soi-disant hypothèse de l'Anthropocène précoce est une proposition valable. Elle a eu des défenseurs sérieux, comme William Ruderman et ses homologues, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. L'incendie des forêts et le remplacement de la végétation ligneuse par l'herbe clairsemée à l'échelle continentale ont eu une incidence sur le taux de CO2 dans l'atmosphère. Il est certain que l'action de l'homme sur les écosystèmes et la biodiversité est devenue omniprésente. Peut-on imaginer une autre espèce animale dans l'histoire de la planète qui ait exercé une influence mondiale aussi violente? Il est intéressant de constater que les échelles de temps géologiques sont nécessaires pour prendre la mesure de nos ancêtres en agriculture. L'hypothèse de l'Anthropocène précoce est une idée provocatrice, utile, mais quand même, l'Anthropocène n'a pas commencé. L'essor de l'agriculture a marqué un tournant dans l'histoire ancienne du développement de l'humanité. La croissance s'est accélérée. Mais quel type de croissance? C'est là que les historiens économiques néo-malthusiens ont raison. Il s'agissait principalement d'une croissance de la population, plutôt d'une croissance des revenus, de la biomasse plutôt que la consommation. Il s'agissait d'une croissance extensive et non d'une croissance intensive. À l'aube de l'Holocène, il y avait peut-être 10 millions d'êtres humains sur Terre. Lorsque Malthus a publié la première édition de son célèbre essai dans les années 1790, nous étions 1 milliard. Mais à l'époque, à l'aube de la révolution industrielle,
Presque tous les habitants de la planète Terre vivaient, selon nos critères, dans la misère. Il existait déjà des modestes différences de revenus par habitant entre les continents, certaines parties de l'Europe occidentale bénéficiant des revenus légèrement plus élevés en moyenne. Mais pour une première approximation, toute cette croissance dans l'histoire de l'humanité, aussi massive qu'elle a été, s'était traduite par davantage de corps humains, sans beaucoup plus de consommation par habitant. La vie était courte et imprévisible. La plupart des gens, la plupart du temps, mouraient de maladies infectieuses. Et la plupart des gens, presque partout, n'étaient pas instruits. Ils étaient analphabètes et incultes. L'éducation était réservée à une élite peu nombreuse, bénéficiant de privilèges hérités. Au cours des dernières décennies, nous avons appris que la version la plus sombre de ce modèle malthusien n'était pas tout à fait exacte. À l'époque pré-industrielle, il existait une croissance intensive épisodique. Le sociologue Jack Goldstone appelle ces phases de croissance des efflorescences. Il s'agit de phases de l'histoire pré-industrielle au cours desquelles les facteurs favorables de croissance sont réunis. La croissance a deux causes majeures, le commerce et l'innovation technologique. Ce que l'on appelle parfois la croissance smithienne, d'après Adam Smith, l'expansion du marché, c'est après ChatGPT, la croissance smithienne, et la croissance schumpeterienne, d'après Joseph Schumpeter, la destruction créatrice, c'est aussi selon ChatGPT. Comme nous l'avons vu dans la conférence sur l'optimum climatique romain, le début de l'Empire romain a été une phase d'efflorescence. Le climat était stable. Les forces smithiennes étaient les plus importantes. Les échanges commerciaux étaient considérables. L'urbanisme favorisait la spécialisation et les échanges. L'efflorescence romaine a été, par son ampleur et sa durée, l'un des plus grands cycles d'intensification de l'ère pré-industrielle. Et pourtant, le fait que les Romains n'aient jamais menacé de catalyser une croissance soutenue est un fait surprenant. Dans les séries de salaires réels, vous pouvez voir la croissance très modeste, encouragée dans l'efflorescence du début de l'Empire. Mais, à terme, il n'y a en fait aucune croissance de la productivité et de la consommation par habitant. Au contraire, on observe un léger déclin sur une période de 6 siècles. L'explication réside dans l'absence d'innovation technologique soutenue. Les connaissances scientifiques étaient relativement peu présentes dans le monde romain et presque entièrement dissociées de la production économique. Il n'y avait pas de lien entre les sciences et la technologie. En outre, l'éducation était réservée aux élites ayant hérité des privilèges, qui apprenaient surtout la rhétorique. L'efflorescence romaine était limitée et éphémère. La croissance smithienne s'avérera non seulement limitée, mais fragile. La fin de l'efflorescence romaine, vue sous un angle large, est instructive sur l'histoire du climat et de la société. Comme nous l'avons vu tout au long de ce cours, un grand nombre des effondrements les plus tragiques se sont produits lorsque les systèmes sociaux étaient poussés à leurs limites, puis subissaient les violents bouleversements du climat physique et biologique. Les systèmes climatiques, régis par des mécanismes naturels, des changements tels que la variabilité solaire et les volcanismes, dont les origines échappent à l'influence humaine, ont joué un rôle majeur. Nous pourrions considérer ces crises on ne sait pas. Toutes ces crises, y compris les effondrements, comme un phénomène propre aux sociétés de complexité intermédiaire. La complexité a été une idée centrale tout au long de notre cours. La complexité est l'interaction de diverses parties nécessaires au fonctionnement d'un système. Les sociétés humaines ont eu tendance à se complexifier au fil du temps. La complexité n'est pas un jugement de valeur. Une société plus complexe n'est pas en soi meilleure qu'une société plus simple. Mais à mesure que les sociétés humaines se sont développées au fil du temps
et sont également devenues plus complexes, dépendant d'un plus grand nombre d'éléments différents et de leur interaction pour bien fonctionner. L'idée que les sociétés humaines sont devenues plus complexes au fil du temps peut sembler extrêmement évidente, sauf si vous êtes un historien professionnel. Malheureusement, les historiens ne s'intéressent pas beaucoup à la complexité, ni à son évolution dans le temps, mais cela constitue un prisme de réflexion sur le climat et la société. Une société agraire complexe que l'Empire romain était suffisamment grande, complexe et fragile pour connaître un effondrement systémique face au changement climatique. Il en va de même pour de nombreuses autres sociétés agraires de la complexité intermédiaire. Ces sociétés ont souvent bénéficié de modestes progrès schumpeteriens, mais en fin de compte, c'est des changements smithiens, urbanisation, commerce. Mais à long terme, derrière les cycles d'expansion et de récession de l'époque prémoderne, d'intensification et d'effondrement, il y a eu une histoire plus profonde et plus ancienne de changement et de croissance. En 1600, les populations étaient beaucoup plus nombreuses, la connaissance de la nature et la technologie beaucoup plus avancées que par le passé, même si l'ensemble des sociétés était encore pré-industrielles et toujours contraintes par les limites énergétiques strictes de toutes les économies pré-industrielles. Vers 1600, le petit âge glaciaire entamait ce dernier chapitre fatidique. Les grandes sociétés agraires complexes de la planète allaient être soumises à une pression énorme. La plupart d'entre elles connaîtraient une crise systématique. Mais il se passait aussi quelque chose de différent au XVIIe siècle. La transition vers la croissance moderne, désormais menée par les innovations schumpeteriennes, est un degré de complexité sociale sans précédent. La transition vers la croissance moderne est plus profonde que la révolution industrielle qui en fait partie. La transition vers la croissance moderne est plus large dans le temps. L'historien économique John Luton van Zanden a décrit la longue route vers la révolution industrielle, une belle métaphore, soulignant le fait que le décollage du XVIIIe siècle a nécessité des siècles de croissance et de développement, l'expansion du commerce mondial et des échanges de ressources, le progrès de l'alphabétisation et du capital humain, les avancées scientifiques et technologiques. Au début de la période moderne, de 1500 à 1700, les sociétés d'Europe occidentale ont de nouveau repoussé les limites, les frontières de la disponibilité énergétique sur de nombreux fronts. En Angleterre, par exemple, la croissance avait entraîné une déforestation massive, ce qu'on pourrait qualifier d'une famine du bois. Au cours du XVIIe siècle, l'Angleterre s'est tournée de plus en plus vers le charbon comme source de chauffage domestique et d'énergie pour l'industrie manufacturière naissante. Les Néerlandais d'abord, puis les Anglais, ont développé des économies organiques avancées, repoussant les frontières des ressources, toujours principalement dépendantes de la biomasse vivante récente pour l'énergie, toujours principalement dépendant de la force musculaire humaine et animale pour la puissance. Là encore, certains ont proposé que l'Anthropocène commençait au cours de ce siècle. John Brooke, par exemple, décrit un Anthropocène organique par opposition à l'Anthropocène minéral qui suivra bientôt. La transition vers la croissance moderne a été une transition dans le régime de croissance. Dans l'histoire de l'humanité, la croissance précédente avait été lente et le principal résultat avait été l'augmentation du nombre d'habitants. La croissance intensive, la croissance par habitant, n'a jamais été soutenue. Il s'agissait le plus souvent d'une croissance smithienne, favorisée par des conditions favorables pendant les périodes d'efflorescence. Mais elle a toujours été limitée et transitoire. La croissance moderne, en revanche, a été rapide et soutenue, et elle s'est traduite non seulement par une augmentation de la population, mais aussi par une augmentation de la consommation. Comment cette transition vers une croissance soutenue s'est-elle produite? À cet égard, nous pouvons nous appuyer sur l'histoire économique et nous pouvons séparer les facteurs aléatoires des causes ultimes. Ce n'est pas chose facile. L'ouverture de l'Atlantique à partir
du XVIe siècle a déclenché de vastes changements mondiaux, échanges biologiques entre l'ancien et le nouveau monde, pandémies catastrophiques, accaparement de ressources, des métaux et la terre, esclavage et économie de plantation, afflux d'argent. En même temps, j'insisterai sur un point fondamental, un point que les historiens de l'économie ont franchement, je crois, bien compris. En fin de compte, au-delà de ces causes immédiates, la condition essentielle à une croissance soutenue est l'innovation technologique. La croissance est prométhéenne. Pour en rester à notre comparaison précédente, les Romains ont poussé la croissance smithienne aussi loin que possible. Ils ont aussi poussé l'impérialisme, l'exploitation, l'esclavage et l'extraction des ressources à un degré extrême au premier millénaire. Mais il n'y avait pas de moteur de croissance schumpeterien parce que les sciences et les sources continues d'innovation leur faisaient défaut. Les Romains étaient à court d'idées. La croissance moderne, en revanche, est alimentée par des technologies qui améliorent la productivité. Personnellement, je trouve convaincante l'idée selon laquelle les racines de croissance moderne se trouvent dans la révolution scientifique du XVIIe siècle. Non seulement convaincante, mais de la plus haute importance. L'essor de l'empirisme, c'est-à-dire d'un nouveau type de science qui refuse d'accepter les dogmes, l'autorité et la tradition au profit de l'observation et de l'expérimentation, a joué un rôle de catalyseur. L'utilisation des mathématiques pour mesurer, modéliser, oui, contrôler la nature. La conviction que les connaissances se doivent être utiles. L'idée d'utiliser des combustibles fossiles, d'exploiter l'énergie libre pétrifiée sous une forme minérale pour effectuer un travail utile, n'est pas apparue soudainement au XVIIIe siècle. L'idée centrale de la révolution industrielle n'a pas été tardive, soudaine et fortuite. Elle s'est développée sur le long terme. Lisez les brevets délivrés dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Le charbon est partout, tout comme les machines et les moteurs. La révolution industrielle est le résultat de décennies et de décennies de bricolage, d'évolution progressive, collective et prométhéenne. Et la transition vers l'énergie fossile était fondamentalement une idée. Le charbon avait été toujours là. C'est un fait étrange que la lumière solaire convertie il y a 300 millions d'années soit enfouie sous terre sous la forme de combustible fossile. Il y a beaucoup de charbon dans le monde. Ce qui a changé, c'est le contexte, un contexte d'institution, de conviction, de rapport de force. Mais surtout, ce qui a changé dans le contexte, c'est le savoir-faire collectif, les informations sur la manière d'utiliser la combustion de la lumière solaire fossilisée pour effectuer un travail productif. La transition vers la croissance moderne a été alimentée par l'énergie fossile. Au départ, il s'agissait du charbon. Le premier secteur économique à être transformé est celui de l'exploitation minière. Comblé de l'ironie, on brûlait du charbon pour alimenter les machines à vapeur chargées de pomper l'eau des mines de charbon. Viennent ensuite la production textile et l'industrie manufacturière, puis les transports sous la forme de bateaux à vapeur et de chemins de fer. Cette première révolution industrielle se déroule entre 1750 et 1850 environ. D'abord en Angleterre, puis dans toute l'Europe occidentale et aux États-Unis. Il y a toujours eu de bonnes raisons de penser que l'Anthropocène commence à ce moment-là. En effet, Paul Crutzen a proposé au début l'arrivée de la machine à vapeur de James Watt dans les années 1780 comme point de départ. Cette proposition reste convaincante, mais des changements encore plus profonds se profilaient à l'horizon. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on assiste à la seconde révolution industrielle. La seconde révolution industrielle a été encore plus transformatrice que la première. Les progrès en chimie et en électromagnétisme ont propulsé les innovations dans de nouveaux domaines. L'acier, le béton, les polymères ont transformé les bâtiments et l'environnement matériel de notre quotidien.
Le moteur à combustion interne a révolutionné les transports. L'éclairage a transformé notre rythme de vie. L'électrification a tout changé. La seconde révolution industrielle a été un immense bond en avant en termes de croissance, stimulée par la science et l'innovation. Elle a aussi été principalement alimentée par les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Les hydrocarbures n'ont pas remplacé le charbon, mais ont ajouté de nouvelles dimensions à l'exploitation de la lumière solaire fossile. La densité de puissance de la lumière solaire liquide est une réalité séduisante ou mieux addictive. Au milieu du XXe siècle, la croissance s'accélérait et devenait véritablement mondiale. Après la crise prolongée de la dépression et de la guerre, la croissance démographique et la consommation ont connu une progression inédite. Dans le contexte de la décolonisation, la croissance s'est mondialisée. Les idées se sont répandues plus rapidement que jamais. Dans l'après-guerre, les innovations stimulées par la diffusion des idées ont progressé plus rapidement. Il est vraiment étonnant de constater à quel point les voies de développement ont été semblables. L'intensification de l'action humaine depuis le milieu du XXe siècle est stupéfiante, vertigineuse. C'est ce que John McNeill appelle la grande accélération. Il est important de noter que la limite du milieu du XXe siècle pour la fin de l'Holocène et le début de l'Anthropocène n'est pas seulement étayée par l'accentuation de l'action humaine sur l'atmosphère. En d'autres termes, les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète ne sont qu'une facette de l'Anthropocène, même si c'est peut-être le plus critique. L'impact de l'homme sur la biodiversité, les processus biogéochimiques tels que le cycle de l'azote, la prolifération des minéraux et polymères synthétiques et la transformation des sols et de la lithosphère font partie intégrante de l'Anthropocène. Le régime de croissance moderne a été rapide et continu. Il diffère de la croissance précédente en ce qu'il a entraîné à la fois une augmentation de la biomasse et de la consommation. Comme la croissance prémoderne, la croissance moderne a entraîné une augmentation de la population. À l'époque de Malthus, il y avait environ 1 milliard d'êtres humains. Aujourd'hui, ils sont 8 milliards. Et, à terme, le nombre atteindra un plateau autour de 12 milliards. Cette explosion démographique a deux causes interdépendantes qui s'expliquent toutes deux par l'augmentation des connaissances en définitive. La première est l'augmentation de la production alimentaire, soutenue par les engrais de synthèse et la révolution verte. La seconde est le déclin de la mortalité. En fait, comme je l'ai soutenu à plusieurs reprises, le déclin de la mortalité est intimement lié au progrès des connaissances empiriques qui ont permis d'améliorer les politiques, les vaccins, la santé publique, l'eau potable, les antibiotiques et de nombreux traitements. Et puisque le boom démographique est dû à la baisse de la mortalité plutôt que l'augmentation de la fécondité, il s'est stabilisé assez rapidement. En effet, nous avons déjà dépassé le peak child, c'est-à-dire le nombre maximum d'enfants qui naissent chaque année sur Terre, environ en 2017. Mais la croissance moderne n'est pas seulement extensive. Outre l'explosion démographique, elle a également entraîné une hausse massive de la consommation. Cette progression de la consommation inclut des formes imprudentes et nuisibles d'utilisation des ressources, mais a également libéré l'humanité du spectre de la pauvreté universelle et de la mort prématurée. À l'époque de Malthus, le taux d'alphabétisation était dérisoire. La vie était en moyenne courte et incertaine. Si cette description traduit mes jugements de valeur, je les assume. Un monde où la quasi-totalité du potentiel intellectuel humain est inexploité parce que les enfants sont obligés de travailler dur. Où la famille moyenne doit enterrer plusieurs de ses enfants, où le joug de la famine est monnaie courante, n'est pas un monde que nous devrions regretter. Son abandon a été ce que l'économiste Angus Deaton a judicieusement appelé la grande évasion, the Great Escape. Mais la vision a un coût. Les arguments scientifiques en faveur de la désignation du milieu du XXe siècle
comme point de départ stratigraphique de l'Anthropocène sont convaincantes. Les signes que nous laisserons dans les roches sont mondiaux et frappants. Mais cela signifie-t-il que l'Anthropocène était fortuit? L'obligation sacrée de l'historien est d'essayer de raconter l'histoire du passé de manière honnête et critique, du mieux qu'elle peut. Non pas comme nous aimerions qu'elle soit, mais telle qu'elle a été. Ainsi, l'histoire peut nous aider à comprendre notre véritable marge de manœuvre, notre espace de liberté. Elle peut nous éclairer sur la nature de notre défi, surtout si ce défi est profondément ancré dans notre histoire et en nous-mêmes. La transition vers une croissance moderne est intimement liée à l'augmentation sur le long terme des connaissances et de l'utilisation de l'énergie. Cette histoire met davantage en lumière l'ampleur et la nature du défi auquel nous sommes confrontés. Lors des précédentes révolutions énergétiques, les formes d'énergie antérieures ont été incorporées. Elles n'ont pas disparu. Le feu et l'agriculture sont toujours là. Malheureusement, il en va de même pour le charbon et les hydrocarbures. La grande difficulté consiste à faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Il s'agit de nous séparer plus rapidement possible, le plus équitablement possible, de la lumière fossile sur Terre. Le problème est que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. La grande accélération devrait nous donner le vertige. Parfois, le rôle de l'histoire est de nous aider à voir quand il n'y a vraiment pas de précédent. Je suis un historien, pas un climatologue, mais comme j'ai beaucoup réfléchi au système complexe, à la soudainité et l'instabilité du système climatique dans le passé humain, je sais que nous devrions nous inquiéter des points de bascule, des rétroactions dans les systèmes dynamiques complexes du système physique. Le changement n'est pas linéaire. Nous avons vu comment les volcans peuvent bouleverser le système climatique par effet des ricochets sur la rétroaction délicatement équilibrée entre les océans et l'atmosphère. Il se peut que le petit âge glaciaire ait été terriblement glacial en raison de rétroactions positives. En effet, un refroidissement a entraîné la formation de plus grandes quantités de glace, qui, en réfléchissant la lumière du soleil, a provoqué un refroidissement encore plus important. Malheureusement, ce processus fonctionne également en sens inverse, car la fonte de glace laisse place à un sol plus sombre qui absorbe la chaleur. La prochaine hausse de carbone pourrait être très différente de la précédente. L'histoire de l'Holocène nous rappelle qu'un changement de 2 degrés est énorme, et la possibilité la plus inquiétante est que ces 2 degrés pourraient rapidement devenir 3 ou 4 degrés. S'adapter à un changement de 2 degrés sur un siècle, c'est une chose, mais essayer de s'adapter à plus que cela à l'échelle d'une décennie, c'est tout autre chose. Dans le passé, cela aurait conduit à un effondrement social. La collapsologie est un domaine à part entière. J'ai essayé de nous donner quelques pistes de réflexion sur le problème d'un point de vue historique. Dans le passé, le changement climatique a joué un rôle dans les épisodes de catastrophes, de crises et d'effondrements. Nous avons constaté que les effets du changement climatique ne sont ni déterministes ni linéaires. Parfois, les sociétés peuvent résister au stress climatique jusqu'à ce que leur résilience soit trop faible et que les perturbations franchissent un point de bascule. Le changement climatique est particulièrement dangereux lorsqu'il touche simultanément plusieurs systèmes. C'est le risque composé. Et le changement climatique est particulièrement fatal lorsqu'il rencontre la menace de contagions, comme la pandémie et la guerre. Mais nous avons également vu qu'il y a des raisons d'espérer que le lien de causalité entre le stress climatique et les crises s'affaiblisse à l'époque moderne, à partir du XVIIIe siècle. La raison de cet affaiblissement est la même que celle de la croissance moderne, l'apprentissage prométhéen sous la forme de meilleures technologies et d'une plus grande capacité collective à résoudre les problèmes. Le lien entre les conflits et famines, conflits et pandémies, conflits et guerres s'affaiblissent, en particulier dans les sociétés les plus avancées sur le plan technologique. C'est encourageant. Nos sociétés sont beaucoup plus complexes que les sociétés pré-industrielles, qui reposaient sur une base fragile d'intensification smithienne.
Nous sommes plus résistantes, moins fragiles. Et pourtant, il serait insensé d'imaginer que nous ne sommes pas vulnérables aux risques extrêmes. Les risques qui se propagent à travers les réseaux pourraient bénéficier de la complexité de sociétés modernes. En particulier, si les changements climatiques devaient s'accélérer rapidement, si les rétroactions positives accentuent les changements, nous n'avons pas de moyens faciles de prédire les conséquences. L'histoire nous rappelle que les événements rares et aberrants finissent par se produire. Personnellement, comme historien, je place en tête de mes plus grandes craintes l'interaction entre les changements climatiques, les pandémies et les conflits mondiaux. Je tiens à souligner que l'histoire prométhéenne n'est pas liée à une quelconque forme de techno-utopisme ou de techno-optimisme, la conviction que tout ira bien grâce à la géo-ingénierie, l'intelligence artificielle, quoi que ce soit d'autre. Mais je suis d'avis, et ce n'est qu'un avis, bien qu'éclairé par mon étude de l'histoire, que les sciences et les technologies sont primordiales pour toute solution réaliste à notre situation très délicate. Si je suis optimiste, c'est grâce à l'ingéniosité humaine. Nous allons apprendre plus et apprendre de meilleures façons de recueillir l'énergie du soleil et de l'atome, de stocker et de transporter l'énergie de manière efficace, de créer de meilleurs matériaux pour nous-mêmes, pour la planète et pour les autres êtres vivants. Nous devons le faire. L'arrivée de l'Anthropocène est le plus grand défi technique que notre espèce n'ait jamais rencontré. Et je ne vois pas comment nous pourrions le révéler sans puiser dans nos plus grandes forces. Nous avons besoin de plus d'investissement, de plus de science, de plus d'innovation. La récente décision de ne pas officialiser l'Anthropocène est une vraie déception. L'époque géologique doit être définie sur la base de mérites objectifs. Mais de plus, cela nous aurait également aidé à comprendre la gravité de la situation et peut-être à susciter ce dont nous avons tant besoin, la plus grande mobilisation de recherche scientifique dans l'histoire de notre espèce. Il faut faire de la durabilité la mission intellectuelle première de notre espèce. En même temps, je suis également d'avis que l'innovation n'est pas suffisante et qu'elle ne nous sauvera peut-être pas à court terme. Rien ne garantit que le rythme de découverte dont nous avons bénéficié au cours des derniers siècles puisse se poursuivre. Le technosolutionnisme est dangereux s'il nous incite à croire que tout ira bien, que nous pouvons aller sur Mars, que nous avons le temps. Ce n'est peut-être pas le cas. L'arrivée de l'Anthropocène est donc le plus grand défi social auquel notre espèce n'a jamais été confrontée. Un défi dont l'ampleur est mondiale et qui exige une solidarité mondiale telle que l'on puisse enfin dépasser les clivages du passé. Et là, je pense que l'histoire nous rappelle à quel point nous avons une marge de liberté dans ce que nous valorisons. Il me semble réaliste de penser que nous pouvons et devons trouver un équilibre entre les solutions purement techniques et les solutions purement sociales. Trouver un avenir commun durable. L'histoire n'est pas une science prédictive. Son but est de nous aider à nous comprendre nous-mêmes. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du changement climatique lorsque j'étais étudiant par pur émerveillement. C'est Lazare qui a voulu que je sois le scribe officiel d'ateliers sur l'histoire et la paléoclimatologie organisé par Michael McCormick, un historien ouvert aux sciences naturelles. J'étais tout simplement fasciné par les liens surprenants entre les cernes des arbres, les carottes de glace et les textes grecs et latins que j'ai étudiés durant mes études. C'était pure curiosité. Aristote a déclaré dans la métaphysique que les êtres humains ont commencé à faire la philosophie comme ils le font aujourd'hui par étonnement. Il a écrit il y a plus de 2 millénaires. On ne saurait l'exprimer mieux. J'ai essayé de défendre une histoire interdisciplinaire et scientifique. Cela signifie qu'il faut utiliser et aider à récupérer et à interpréter de nouvelles preuves telles que les carottes marines et l'ADN ancienne. Mais cela signifie aussi qu'il faut poser des questions communes aux sciences, en plaçant l'histoire de l'humanité dans la perspective de l'évolution biologique et de l'histoire géologique. Nous sommes une merveille de l'évolution, ou un monstre de l'évolution, avec la capacité d'acquérir et de stocker des informations sur le monde extérieur plus rapidement que toute autre chose dans l'histoire de la vie sur cette planète. Et finalement, ce pouvoir, cette technique, ce don de Prométhée,
a fait de nous une force géologique. En fin de compte, le rôle de l'histoire reste humaniste. Son objectif le plus important était de raconter des histoires qui nous permettent de comprendre qui nous sommes. La manière dont nous racontons notre passé est importante. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé l'ancienne mission de l'histoire totale si inspirante. Il s'agit d'une histoire dans laquelle tout est lié, dans laquelle même nos idées font partie de l'histoire de la Terre. Nous devons nous raconter des histoires dans lesquelles notre destin et celui de la planète sont liés. Ils ont toujours été et le seront toujours. Merci beaucoup. Thank you.